À nouveau, bonsoir, bienvenue dans l'invité du soir. Quelques heures du discours du chef de l'État prévu demain 20 décembre, nous vous proposons une analyse de l'État de la Nation 2024 au regard du consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui se prêtera à l'exercice de revenir sur les décisions importantes de cette année, les défis relevés par le gouvernement et les questions en suspens. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Maëlle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, demain, nous assisterons au discours annuel du chef de l'État. À quoi doit-on s'attendre concrètement? Merci Maëlle, bonsoir à nouveau à tous les téléspectateurs. Oui, selon l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, donc l'article 72 de cette Constitution, le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation. Il peut aussi adresser à tout moment des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun commentaire, aucune discussion, mais ils peuvent inspirer les députés. Voilà globalement ce que dit l'article 112 de notre Constitution. Et sur la base de cet article, le président Kérékou, de manière constante, le président Soglo, le président Soglo l'a fait une seule fois, le président Kérékou l'a fait sur les 10 années, donc les 10 fois. Le président Boni Yahi l'a fait les 10 fois. Et le président Talon est en train va s'exercer pour la 9e fois. Donc, ça veut dire quoi? Que, en dehors du président Soglo qui ne l'a fait qu'une seule fois, nous étions au début, tous les autres présidents l'ont fait de manière régulière. Et donc, nous avons déjà eu droit à, disons, demain nous aurons le 30e discours sur l'état de la nation, à raison d'un discours du président Nicéphore de Soglo, 10 discours du président Mathieu Kérékou, 10 discours du président Boni Yahi et 9 discours du président Patrice Talon, donc le 9e étant demain. Donc, si on prend le 9e du président Talon, plus l'unique discours du président Soglo, plus les 10 fois 2, ça nous fait 30 discours au total. Alors donc, nous avons le 30e discours sur l'état de la nation, et globalement, l'ossature est presque la même. Donc, on peut s'essayer. Sinon, il ne nous appartient pas de parler de l'état de la nation. On peut apprécier la situation, mais le discours sur l'état, c'est le chef de l'état, c'est son gouvernement, c'est lui qui connaît l'état de la nation. Si on reste sur la sémantique, c'est lui qui connaît l'état de la nation. C'est à lui que la Constitution donne prérogative de prononcer un discours. Après, chacun peut dire ce qu'il pense. L'opposition peut prononcer son discours à lui. La société civile peut prononcer son discours à son avis à lui. Mais le discours connu, le message attendu, c'est celui du chef d'État. C'est ce qui aura lieu ce vendredi 20 décembre 2024. Alors, vous demandez à quoi peut-on s'attendre? Oui, on va s'attendre à un discours sur l'état de la nation. Nous saurons comment se porte la nation. Il nous parlera globalement des réalisations, des progrès que nous avons connus, des défis qui ont été relevés durant cette année de 2024. Voilà. Et peut-être quelques perspectives sur 2025, pourquoi pas. 2025, presque l'année de la fin, parce que en 2026, ce sera l'année électorale. Donc, nous avons encore une année complète avec lui. Il aura l'occasion de nous projeter dans cette année 2025 qui retient 2026, où il aura 5 mois encore à passer, c'est-à-dire jusqu'en mai, où il passera la main, le 4e dimanche, où aura lieu le second tour, 4e dimanche du mois de mai, et donc après la passation de service. Vous le disiez tantôt, on peut s'essayer à l'exercice, et c'est ce que nous voulons bien faire avec vous. Selon votre regard, quel est l'état de la nation 2024 en ce jour? Non, je ne veux pas devancer les faits. Donc, c'est pas à moi, comme je l'ai dit, de dire l'état de la nation. Mais je peux jeter un regard sur ce que on peut dire, à mon humble avis. Donc, du regard que je porte et peut-être des projections qu'on peut faire sur le discours attendu du chef de l'État. Oui, le Bénin se porte bien. Moi, j'ai quelques petits problèmes avec l'expression nation. Parce que nous sommes une nation en construction. La nation béninoise n'est pas encore faite. Elle est en cours. Elle se bâtit. Elle se construit. Année par année, au regard des efforts des uns et des autres. Donc, de ce que nous faisons de vivre ensemble. Donc, c'est une perspective, l'État, la nation. Et donc, pour moi, la nation se bâtit, on est en cours. L'État, lui,
l'État, pas le statut et la situation, mais l'État béninois, l'État un territoire, une population et un pouvoir public. L'État, lui, il existe et on peut dire que globalement, si on prend l'État du Bénin, hein, donc l'État de l'État béninois, hein, donc la situation de l'État du Bénin ou bien de la République du Bénin durant l'année 2024, moi je dirais simplement que bon voilà, que le Bénin se porte très bien. Je dis le Bénin se porte très bien, parce que globalement, le Bénin s'assume à l'intérieur comme à l'extérieur, comme un État souverain, avec des populations qui vont et qui vaquent à leur occupation, hein, de manière souveraine, de manière libre, et qui vont et viennent librement, sans vraiment de grandes restrictions, si ce n'est pas très rarement sur certains lieux où il y a quelques situations que d'ailleurs l'État gère avec beaucoup de doigté. Les Béninois s'expriment librement sur les réseaux sociaux, dans les médias. Ils vont et viennent, ils pratiquent ils sont dans les associations de leur choix. Les médias existent. Il y en a qui font de la pédagogie des actions du pouvoir des pouvoirs publics comme on le fait ici à télé. Il y en a qui sont très critiques vis-à-vis du gouvernement également. Ils existent dans ce Bénin. Leurs journalistes s'expriment librement, circulent librement. Alors, les pouvoirs publics existent. Il y a le gouvernement en place. Les institutions ont été régulièrement renouvelées. Sur l'année 2024, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été renouvelée. Il me semble, si je ne me trompe, que non, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été renouvelée. Hein, nous avons une nouvelle équipe là. Et le Conseil économique et social est en passe de l'être. Il aurait dû l'être en juillet comme la HAC, mais nous avons droit à un nouveau Conseil économique et social d'une nouvelle manière, d'une nouvelle mouture. Et c'est quand même pour être plus proche des populations. Et donc, je pense que d'ici là, les membres sont déjà désignés par département. Avant, nous avions un Conseil économique et social global, entière institution nationale. Maintenant, nous l'avons en déconcentré et une version nationale plus proche, un peu plus politique. Donc, les institutions sont régulièrement renouvelées. Donc, l'opposition existe, vient, intervient, puis sur les plateformes médiatiques. Alors, globalement, oui, le Bénin se porte bien. Voilà. Conseil municipal, vous pouvez revenir sur d'autres décisions du gouvernement qui justifient le bien-être actuel de la nation? Non, ce n'est pas que les décisions. Pour que quelqu'un appartienne à une association, ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est son libre arbitre. Donc, l'état de la nation n'est pas la décision gouvernementale. C'est la manière dont se porte le pays. Et je viens de faire le point globalement. Donc, dans tous les domaines, ça tourne normalement. Oui, il y a des choses à pas faire. C'est sûr que 2024, il y a eu des situations, quelques situations délicates au niveau politique, avec la rupture dans le camp présidentiel, ce qui n'était pas si évident en début d'année, mais il y a eu que le conseil spécial du chef de l'État a été remplacé, M. Joannel Dayon, ce qui n'était pas attendu. C'est quand même l'approche intimité politique du chef de l'État. Et de l'autre côté, M. Olivier Bokor, qui est un peu l'autre pilier de la Tallonie, on peut le dire en griffe, la Tallonie, d'un côté Joannel Dayon, de l'autre Olivier Bokor. Donc les deux piliers ont sauté en éclat, l'un par remplacement du chef de l'État, et l'autre par une situation quand même assez délicate qui se gère du point de vue donc de la justice actuellement, une situation de complot, enfin en tout cas de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le dossier est en cours, on ne va pas en dire beaucoup plus que ça. Donc oui, ces situations ont existé, mais ça n'empêche pas, l'État tourne, le pays ne s'arrête pas, l'administration tourne, les examens ont eu lieu normalement. La rentrée s'est déroulée normalement. Au niveau de chaque secteur, si vous prenez les secteurs vitaux
qui sont caractérisés peut-être par les ministères que nous avons, aussi bien au niveau national, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, le ministère les trois ministères de l'Éducation, le secteur des Affaires sociales, du travail. Alors donc, quand on peut laisser les pôles, par exemple, si on prend pôle éducation, c'est les trois ministères, quand on prend pôle emploi, c'est le ministère du travail, et quand on prend le pôle social, c'est le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, par exemple. Lorsqu'on prend le pôle politique, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le ministère des Affaires étrangères. Quand vous prenez tous ces ministères, dans les pôles sociaux, il y a les PME, le ministère des PME, ou bien pôle économie, il y a le ministère de l'économie, des finances, de plan, il y a les petites et moyennes entreprises et autres. Et pôle social, il fallait ajouter la jeunesse et l'espoir. Bref, lorsqu'on prend chaque pôle, il y a des raisons d'espérer. Ça marche. Nous venons de nous qualifier pour la prochaine CAN, décembre 2025. Ça veut dire quoi? Que donc, sous les talons, ça fait la deuxième fois que le Bénin se qualifie. Hein? Et ça, c'est à notre actif. Ça n'a jamais été le cas avant. Hein? Que sous une décennie, que le Bénin se qualifie les deux fois sous le même président. Ça n'a jamais été le cas avant. Donc, on peut dire que l'État se porte bien, à mon humble avis. Et nonobstant les difficultés ici et là qu'on peut observer, oui, le vivre ensemble pose toujours problème. L'opposition va toujours dire ce qu'elle dit. On a peut-être, je dois peut-être revenir un peu sur quand même le pôle politique. J'en ai parlé et j'ai parlé des deux piliers que le président Talon a perdu, mais il garde le gouvernail. Il garde solide le gouvernail avec une vision bien claire sur 2026 et sur la dévolution du pouvoir. Et ça, je pense que c'est cela qui fait la caractéristique de la gouvernance Talon. Vous avez parlé de difficultés ici et là. On a assisté également à une inflation du coût de la vie au cours de l'année 2024. Quel regard portez-vous sur cet état de choses en termes de questions en suspens? C'est bien sûr, les choses devraient en parler, mais si on a eu plus d'inflation en 2024 et en 2023, la cherté de la vie, ce n'est pas en 2024, c'est beaucoup plus en 2023, avec les mesures gouvernementales, la tournée gouvernementale. Cette année 2024, il y a eu plutôt la réduction des comptes. Le gouvernement a fait sa sortie dessus, la réduction des comptes, et a écouté beaucoup les populations. Évidemment, la cherté de la vie qui a commencé en 2023, les mesures chocs que le gouvernement a eu à prendre, oui, ont pu amortir le choc. Du point de vue indice, le Bénin se positionne quand même à bien des niveaux, à bien des égards, à de bonnes positions. Cela dit, même ceux qui étaient et font du bruit sur les questions sociales voient bien que le Bénin se positionne bien. Mais cela dit, oui, le gouvernement a fait la réduction des comptes, a écouté les populations sur un certain nombre de réalités qui sont les leurs. Ça fait partie du quotidien. Le gouvernement s'y attelle. Des mesures ont été prises pour amortir mais il n'y a que la cherté de la vie n'est pas l'apanage du Bénin. Nous sommes dans un environnement économique dynamique et un environnement économique caractérisé par l'inflation à des niveaux donnés, par un certain nombre de chocs endogènes et exogènes et qui font que le coût de la vie s'est élevé. Oui, il y a eu la question des agriculteurs, la question de soja, la question d'anacard, de soja, un certain nombre de situations que le gouvernement essaye de manager. Les exportations de certains produits vivriers qui créent la rareté et qui créent les situations que nous n'arrivons pas à gérer. Le gouvernement l'a managé, plus ou moins convenablement. Ça ne fait pas tout plaisir à ceux qui ont envie de faire de grands profits parce que c'est quand même des filières. Mais le rôle du gouvernement, c'est un rôle de régulation. Et donc, on peut dire qu'à ce niveau, le gouvernement a joué son rôle de régulation. Est-ce qu'il a réussi? Peut-être pas, peut-être parfois, peut-être pas toujours. Mais cela dit, le gouvernement l'a fait à bien des niveaux. On a ouvert les marchés. On a ouvert les marchés modernes. C'est quand même, on peut dire que 2024 a vu la concrétisation d'un certain nombre de chantiers qui avaient été lancés et qui se sont rendus réels, visibles. Donc, je vous parle des marchés. Aujourd'hui, Cotonou, Porto Novo, Azové, Glazoué, Parakou, Natitengu. Alors,
toutes ces villes, c'est pas limitatif, Calavi, hein, aujourd'hui dispose, hein, à Bobé, toutes ces villes disposent de marchés modernes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu avant. C'est des marchés de type moderne, appréciés par les usagers, qui travaillent dans un environnement sain et qui vendent les produits dans un environnement sain. Au-delà du quartier moderne de ces marchés, mais c'est la santé des dames qui y vendent, c'est la santé, c'est l'hygiène des produits qui sont vendus, c'est un ensemble de conséquences, donc de Graal, un ensemble, hein, de gains, je veux dire, hein, qu'on observe, que ces marchés permettent à l'État béninois, donc, et au Bénin, aux populations, donc, de ratisser, on ratisse un certain nombre de gains parce qu'on a quitté l'environnement insalubre connu par rapport à ces marchés-là. Et ces marchés sont bien managés parce qu'il y a une agence qui les pilote et au-delà et qui gère la question de sécurité, la question de propreté, la question de gaz. Donc, il y a beaucoup de questions qui ne sont plus gérées directement par ces marchés-là et qui sont gérées au niveau central avec des démembrements. Ça, c'est un atout majeur et pour les dames, mais pour aussi la pérennisation à ce niveau-là, par exemple. Donc, voilà un chantier éminemment social. Parce qu'il faut parler du coût de la vie. Oui, le coût de la vie, c'est des chocs qui ne dépendent pas du Bénin, mais des actions concrètes. Une autre action concrète, c'est au niveau de l'assurance maladie généralisée, par exemple. C'est en cours. Et c'est une des décisions phares de 2024. Hein, c'est la concrétisation de ce chantier-là par des mesures du Conseil des ministres en la matière. Et ainsi de suite. Les commissariats qu'on continue de construire, les centres de santé à construire et à équiper. Par exemple, les hôpitaux de zone qu'on doit équiper pour permettre une gestion optimale, donc hein, de la prise en charge des pathologies et des personnes. Parce que, on a parlé du chic, et certains parlent du coût du chic. Le chic, le centre hospitalier international de Calavi, qui a vu jour durant cette année 2024, qui a été rendu effectif, le recrutement de certains personnels en cours, la modernisation des équipements, on a parlé tout récemment donc de secteurs très peu connus au Bénin, la médecine nucléaire, hein, et les contractualisations en cours. Donc, ça, le chic, c'est pour éviter désormais les évacuations sanitaires qui coûtent des milliards de francs CFA. Mais en dehors du chic, il y a les hôpitaux de rang national, le CHU Maga, l'OMEL, donc, qui sont des hôpitaux. Il y a les hôpitaux départementaux, il y a les hôpitaux de zone, il y a les centres de santé des communes. Donc, il est évident que l'État continue à équiper ces centres pour permettre aux populations d'avoir accès à des soins qu'il faut, là où ils sont, partout où ils sont. La digitalisation s'est poursuivie. Beaucoup de services aujourd'hui sont rendus directement en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Maël, est-ce qu'on peut dire que le Bénin n'a pas évolué en 2024? Si on regarde les stats de 2022, de 2023, on peut dire qu'on a fait quelques bons encore en 2024, surtout au niveau social et au niveau de renforcement du cadre politique qui nous permettent de pérenniser les acquis que nous avons pu engranger depuis 2016. Voilà. Nous avons parlé du plan social, du plan économique, mais en matière de cohésion sociale et de sécurité, 2024 a vu des défis importants, notamment des tensions sociales et des questions de sécurité transfrontalière. Quel enseignement peut-on tirer aujourd'hui de ces événements? Je ne sais pas ce que vous logez dans tension sociale. De manière concrète, il n'y en a pas eu. Oui. Les manifestations, on a déjà parlé de la cherté de la vie, c'est par rapport à la cherté de la vie, on a déjà évoqué ça. Oui, il y a eu quelques bruits avec quelques situations par rapport à des marches non autorisées, mais ça a été calmé, les marches ont eu lieu après. Bon, donc, ça fait partie des situations normales de gestion d'un État. Donc, les gens ont marché après, et puis bon, voilà, quoi, tout est bien qui finit bien, on peut le dire. La question transfrontalière. La question transfrontalière est une question qui ne dépend pas que de l'État béninois. D'abord, il y a quelques incursions des groupes armés non identifiés, mais il y a l'opération
ça m'échappe le nom, mais il y a cette opération qui permet aujourd'hui à nos forces de défense, de nos forces de sécurité, de maîtriser la situation, de la gérer au mieux. De temps en temps encore, il y a quelques incursions, mais nous avons écouté il n'y a pas longtemps le contrôleur général de police, Louis Tanguy Tokpanou, qui nous a quand même parlé un peu du terrorisme, de l'extrémisme violent et autres, et de comment le Bénin travaille à sécuriser un peu son territoire et les frontières. Donc, c'est une action globale qui imbrique beaucoup d'organisations, d'organismes nationaux, voire et la collaboration internationale. Le Bénin s'y attelle. Le défi sécuritaire a été, on peut le dire, a été vraiment relevé. Ce qu'il faut faire, c'est de le renforcer, surtout à nos postes frontaliers, aux endroits connus. Mais des progrès ont été nettement faits en 2024. Oui, il y a eu quelques bavures policières qui ont été décriées et vous avez vu la sortie musclée du ministre de la Sécurité. C'est des questions, des situations à déplorer, oui. On ne peut pas dire que la liste a déroulé sans anicroche. Il y a ça. Vous avez parlé des tensions sociales, notamment des questions de manifestation des syndicalistes, parfois arrêtés, relâchés. Donc, il y a donné un peu quelques colères de certains syndicalistes que nous connaissions quand même normalement modérés. Oui, il y a peut-être que le dialogue social doit se renforcer davantage, doit entrer dans il faut créer une confiance réciproque. C'est peut-être que cette confiance réciproque n'existe pas encore totalement. Et les syndicalistes reprochent beaucoup de choses au gouvernement. Il faut peut-être que le gouvernement essaye de maintenir le contact. Parce que je dis, oui, le syndicalisme a beaucoup évolué. On a quitté le syndicalisme guerrier, et le syndicalisme de chantage, le syndicalisme violent. Et on est quand même dans un syndicalisme de participation, d'échange, et je trouve que le syndicalisme modéré. Et ça, c'est à l'actif de notre centrale syndicale, il faut le dire, il faut le dire en passant. Alors donc, au niveau frontalier, pour ne pas parler de nos relations avec certains voisins, avec le Niger, ça s'est amélioré. N'oubliez pas que le chef d'État a lancé l'année 2024 par sa sortie lors du discours sur l'état de la nation de 2023, où il disait qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il s'est interrogé sur la situation, sur la prise de position de la CEDEAO, sur son efficacité et sur ce qu'il fallait faire. Un an après, on ne peut pas dire que les choses ont évolué particulièrement, mais il se fait que entre la CEDEAO et l'AES, constituée par les trois États, et Burkina, Niger et Mali, et on peut constater simplement que l'AES est presque une réalité. La CEDEAO vient de décider 6 mois pour négocier et pour peut-être offrir la chance qu'il retourne en place. Mais entre le Bénin et le Niger, par exemple, oui, la tension née en 2023, en juillet 2023, à la fin de l'année, a beaucoup évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, les ambassadeurs sont nommés. Le Béninois, ici, je ne me trompe, il n'a pas encore, c'est les copies des lettres de créance qu'il a pu transmettre au ministre des Affaires étrangères, en tentant de présenter ces lettres de créance au chef de l'État. C'est en cours. Un ambassadeur du Niger à Cotonou a été nommé. Et donc tout ça, bon, je pense que le ministre des Affaires étrangères a pu prendre la parole à son retour du sommet d'Abuja pour nous dire beaucoup de choses un peu à la matière. Oui. Donc ça évolue aussi de ce sens-là. Voilà ce qu'on peut peut-être dire par rapport à la question frontalière et peut-être avec nos relations, par rapport aux relations que le Bénin a avec les voisins. Pensez-vous qu'à ce jour, il existe des questions à suspens que le gouvernement n'a pas su encore toucher? Du point de vue de la gouvernance, les questions ne peuvent jamais finir. Donc, du coup, oui, il y a beaucoup de questions en suspens. Je vais peut-être revenir sur la révision manquée de la Constitution, donc la question politique. L'année a été très animée par l'interview du chef de l'État déjà en début d'année, qui a fixé le cap. Moi, je ne suis pas homme à faire la promotion de mes amis. En le disant clairement, je pense que ça a fixé le cap à ceux qui s'attendaient peut-être à une certaine gestion de la fin du mandat ou une certaine dévolution du pouvoir. Mais ça a évolué également par une tentative de révision de la Constitution, un peu, enfin, dans des conditions un peu bizarres. De toute façon, la révision a été rejetée. Et ceux qui l'ont voté contre ont expliqué leur vote. Et dans la foulée, le code électoral a été retouché sur recommandation de la Cour constitutionnelle.
Mais cette fois-ci, les députés sont allés plus loin. Pratiquement, ils ont doté le pays d'un nouveau code avec des orientations différentes que les codes précédents. Ici, le nouveau code a donné la main carrément aux partis politiques, et à l'assise nationale de ces partis politiques. Voilà, les partis politiques ont repris la main totalement sur l'animation politique et sur la gestion de la dévolution politique des mandats. Et ces partis doivent avoir une assise nationale vraiment avérée. Et donc, tel que les choses ont été distribuées, ça a fait graisser des dents beaucoup. Il y a des agitations, des murmures, il y a des colloques, il y a des rencontres, il y a des menaces, il y a des... Donc, bref, mais la loi est votée, la loi est déclarée conforme à la Constitution, la loi a été promulguée, la loi a été publiée, la loi, elle, doit être appliquée comme loi de l'État. Et on a vu que les instances comme la Cour constitutionnelle, la Sénat se préparent déjà à la mise en œuvre de cette loi. Voilà. Donc, oui, il y a eu quelques tensions, mais est-ce que cette question a été terminée? Non. D'autant que si le code électoral est une réalité, il est évident que le chef d'État ayant promis et a donné sa parole à l'opposition des démocrates en novembre 2023 de les accompagner dans ce qu'ils ont appelé l'audit du fichier électoral. Je mets en griffe l'audit du fichier électoral. Je pense que cette question est là parce que l'opposition pense bien faire de créer un cadre de concertation, notamment sur cette question-là, et surtout d'aller vers les partis de la majorité présidentielle. Je pense qu'ils ont vu que ce n'est pas, les attentes ne sont pas les mêmes, et donc ils vont devoir y aller seuls. En tout cas, c'est une parole donnée par le chef d'État qui compte respecter sa parole, puisque le ministre de la Justice, en recevant l'opposition, le a clairement notifié. Il appartient maintenant à l'opposition, surtout les démocrates, d'agir en conséquence. Là encore, il ne saurait être question disons, de faux fuyants, parce que c'est l'opposition des démocrates qui a demandé l'audit. Elle n'a pas à assujettir sa mise en œuvre par une quelconque alliance avec les partis de la majorité présidentielle. À la veille du discours du chef de l'État, quelles devraient être les priorités du gouvernement pour 2025 en vue de consolider les acquis qu'on vient de citer et aussi de relever les défis en instance? Je pense que la priorité pour 2025, il y a, pour ce qui est de la poursuite des actions, c'est évident, il y a beaucoup de chantiers qui sont presque en train de finir, il y a de nouveaux chantiers qui sont ouverts, donc c'est de poursuivre inlassablement les efforts consentis depuis 2016 et surtout de mettre en valeur certaines situations, les acquis. C'est surtout la mise en œuvre du code électoral à travers les élections à préparer, déjà en octobre prochain, donc à 6 mois avant la fin du mandat, en cours, avant l'élection présidentielle, on doit connaître les candidats. Donc, du coup, l'action 2025 va être l'année 2025 va être vraiment une année électorale, une élection où ça va bouger du point de vue élection. Et donc, le défi, c'est que l'État reste ferme et dynamique. Ferme, c'est sur la régulation des libertés des uns et des autres, et dynamique sur une sorte d'oreille attentive pour écouter quand même certains sons et voir ce qui peut être fait. Il est évident que le code électoral est une réalité, ça a fixé un cap, ça a une vision, et il est normal de l'expérimenter, on en est là. Mais il faut aussi expliquer, il faut donc, les partis de la majorité présidentielle ont besoin également de sortir un peu de leur zone de confort pour expliquer certaines choses. Et il y aura de la désinformation, comme ça a commencé, il y aura de l'intoxication, comme ça s'exacerbe. Il doit y avoir aussi le son clair et harmonieux de la majorité présidentielle par ailleurs. Le défi de 2025, c'est que certains chantiers sociaux vont continuer à être livrés. Le défi de 2025, c'est sans doute poursuivre les efforts inlassablement pour atteindre les études du Bénin révélées. Pour finir, que dites-vous de l'état de la nation 2024? Un dernier mot. Il appartient au chef de l'État de nous dire l'état de la nation 2024.
Mesdames et messieurs, c'était le consultant politique Agapit Napoléon Maforico qui s'est prêté à l'exercice de revenir sur les décisions importantes de cette année 2024, les défis relevés par le gouvernement et les questions en suspens en prélude au discours du chef de l'État prévu demain. On retient de ses propos que l'État de la nation supporte bien, quand bien même des défis, des questions restent en suspens, et il revient au chef de l'État de se prononcer concrètement sur l'état de la nation. À cet effet, nous vous invitons à suivre demain le forum politique spécial décryptage du discours du chef de l'État à 21h sur ETélé.